L'intuition et je sais pas ce qui vous motive au quotidien, mais en tous les cas, moi, depuis que j'ai vendu entre guillemets la moitié de mon entreprise, c'est de se dire qu'est-ce qu'on peut faire pour amener un peu ce vent de liberté. Alors certains parleront d'inspiration d'Argentine, d'autres d'inspiration plutôt trumpienne. Et en fait, moi, je suis vraiment entre les deux. Et Actif Anonyme, pourquoi on l'a créé, c'est que moi, à 35 ans, j'ai voulu être jardinier. Voilà. Donc en fait, pendant 2 ans, j'ai travaillé sur le terrain en tant que jardinier. Et donc c'est une expérience assez manuelle et que moi j'aime beaucoup parce que je suis très simple, voilà, pour dire les choses crûment. Et donc j'ai travaillé avec des ouvriers pendant peut-être 10 ans de ma vie. Moi, quand j'ai fait l'EDEC, une école de commerce, et là je finis Sciences Po, vous voyez, donc comme quoi il n'est jamais trop tard. Et quand j'ai travaillé sur ce bac pro et travaillé sur le terrain, j'ai découvert une chose qui m'a à la fois passionné, qui est le métier, mais à la fois aussi la réalité du monde ouvrier. Et c'est là où est venue cette idée que de dire qu'en fait, il faut qu'en France, on décloisonne à la fois les salaires, qu'on décloisonne aussi les capacités d'évolution, qu'on décloisonne le pays, parce que quand vous êtes salarié, en fait, vous êtes dans un cocon, mais quand vous sortez, vous êtes patron, vous voyez toutes les charges. Et donc, en fait, cette petite expérience m'a permis de passer d'artisan, après de patron de PME. Maintenant, je suis dans des fonds, voilà. Et donc là, on découvre un peu les Américains. C'est beaucoup des capitaux américains, ils sont très forts, c'est les meilleurs. Et donc, tout ça fait que, au fur et à mesure qu'on avance, on se dit, ben non, mais attends, moi, je suis patron, je suis profondément libéral. Je crois vraiment que chacun a en lui la capacité à être leader et surtout à s'enrichir. Et ce qui m'a désespéré dans mon expérience de jardinier, c'est que moi, j'ai vendu, vous avez compris, un peu une partie du capital, mais mes ouvriers m'ont toujours dit en partant, Benjamin, tu nous avais promis que notre brut serait notre net, et nous, on est à 1800, et on va rester à 1800 pendant encore 40 ans, parce qu'il n'y a pas d'évolution salariale en France. Et donc, on a un message à te dire, Benjamin, si tu fais de la politique au sens noble, le brut, c'est le net. Et donc, les actifs anonymes, c'est 3 slogans. C'est le brut, c'est le net, parce que moi, c'est mon expérience de patron avec ces ouvriers jardiniers. C'est, vous avez compris, le job générationnel, parce que j'ai la chance d'avoir 7 enfants, chose quand même peu commune, et je précise, une seule femme. Moi, quand j'ai été papa la première fois, c'était une révélation, et au bout, je l'ai été 7 fois. Aujourd'hui, je porte 7 avenirs d'enfants, et moi, j'ai mes 2 aînés ont vos âges. Et donc, je me dis, non, on peut pas laisser une dette avec un truc comme ça. Donc, deuxième slogan, j'aime beaucoup les hommes politiques, je les ai croisés énormément avec Valeurs Actuelles, mais moi, je crois vraiment à la loi pour interdire le déficit dans la Constitution, mais en termes de responsabilité paternelle. Et je ne le dis pas du tout de façon politique, mais les libéraux disent qu'il faut un État à l'équilibre économique. C'est un b.a.-ba, et moi, ça me paraît tout à fait juste. Voilà. Et le troisième sujet, qui n'a pas plu, on a fait, vous savez, un sondage IFOP sur les retraites. Et tout le monde disait, non, les retraités, politiquement, on ne peut jamais les attaquer. Pourquoi? Parce que c'est eux qui votent, c'est eux qui sont à droite, et c'est eux, entre guillemets, moi je dis, qui tuent le pays. Mais ça, on le dit pas trop fort. Et donc, je me suis dit, il faut qu'ils baissent leur retraite. Donc, on a dit, non, faut pas le dire. Donc, on a fait un sondage IFOP, qui a été vu, je crois, entre 7 et 12 millions de fois, qui a été repris par toute la presse. En fait, un retraité sur 2 est prêt à baisser sa retraite. Et donc, on en a fait un sujet des actifs anonymes. Pourquoi? Parce qu'en fait, il y a une responsabilité générationnelle. Il y a une responsabilité politique d'équilibrer les comptes publics. Et après, moi, j'ai une responsabilité de patron et que les salaires augmentent et que l'État en laisse un peu plus à celui qui travaille. Hein. Vous savez que quand l'entreprise paye 5 000 € le coût du travail, le salarié en a 2 000 ou 2 500. Voilà. Donc, ces 3 sujets font actifs anonymes. Avec Mickaël, c'est une rencontre qui est plus politique, qui est plus malin que moi, parce que moi, je suis vraiment concret et j'aime bien avancer. C'est de dire, on ouvre vraiment des voies pour demain. On a encore devant nous 8-9 mois. On fera un événement par mois. Donc, vous avez compris qu'il y a une première nuit de la liberté en janvier, une deuxième nuit. Là, on va faire une journée de la liberté. Et à chaque fois, on upgrade. Donc, d'abord, on prend un écosystème amical. Demain, on prend des patrons un peu les nôtres. Et puis là, je trouve des nouveaux patrons. Donc, on monte. Hein. On va chercher Jean-Dominique Sénard, Institut Montaigne, patron de Renault, qui dit, ouais, mais vous avez raison. On va chercher Nicolas Dufour, qui dit, vous avez raison. Et on porte un discours libéral. L'idée, vraiment, hein, c'est que Milley soit là demain en France. Moi, je suis jardinier, donc Mélie, il parlait de tronçonneuse. Moi, j'y allais un petit peu plus lentement, parce que la tronçonneuse est un peu violente. Mais alors, dans le paysage, on a un autre outil qui marche très bien pour la France, c'est le scarificateur. Est-ce que vous savez ce que c'est qu'un scarificateur? Personne. Bon, allez faire des jardins. Le scarificateur, c'est la machine qui, dans un gazon, va aérer le gazon. C'est la machine qui va enlever ce qui étouffe le gazon. Les mousses, par exemple. Alors, avec l'État français, c'est parfait, quoi. Le scarificateur, il peut être manuel ou il peut être thermique ou électrique, donc plus ou moins puissant. La façon d'alléger le gazon peut être plus ou moins forte. Donc voilà, et j'aime bien cette expression parce que si Mélie avait des tronçonneuses en France, on n'a pas besoin de ça. On a besoin d'un souffle de liberté. Et moi, c'est ça qui m'anime. Et en fait, on avance avec toutes les bonnes volontés. Et je vous cache pas que à chaque événement, en fait, on monte en gamme.
Et on monte aussi en influence. C'est des discours qui sont repris par les médias. Et ayant la chance d'avoir acheté Valeurs Actuelles, ça me permet aussi de connaître mes confrères. Chose que j'ai découvert en France, c'est que c'est un petit monde médiatique. Le Figaro, BFM Business, CNews avec l'équipe Bolloré, voilà. Et je pense que les libéraux, honnêtement, ont vraiment voilà, un espace gigantesque à prendre. Voilà, j'ai tout dit. Je ne sais pas si c'est clair pour vous. Je ne sais pas si vous avez des questions, mais en tous les cas, moi, je suis vraiment, voilà. On les prendra à la fin, les questions. À votre disposition. Merci, Benjamin. Donc, moi, je suis parfaitement d'accord avec tout ce que vient de dire Benjamin, donc plus grand chose à dire de plus. Donc, pour mon cas personnel, je me suis effectivement associée avec un autre entrepreneur. Donc, tout ça va parler d'une seule voix et nous allons tous parler d'une seule voix pour les actifs et pour les Français. Puisque, alors, moi, ma petite histoire, c'est que je suis pas du tout une entrepreneuse, c'est que en fait, je suis fonctionnaire. Donc voilà, en général, c'est pas exactement le profil des libéraux. La priorité, mais bon, il y a quand même 6 millions en France, donc en fait, ils sont partout. Et ce dont je me suis rendu compte en étant fonctionnaire, parce que c'est pas spécialement ma culture, c'est que, enfin, vraiment, si les gens savaient comment on dépense leur argent, il y aurait une révolution demain matin. Ouais, c'est vrai. Enfin, genre, ouais. C'est terrifiant. Et donc, la feuille de paye a été très bien présentée par Benjamin. Et donc, moi, je m'intéresse à la partie scarification, donc à la partie qu'est-ce qu'il faut couper. Et quand je suis arrivée à Bercy, je me suis dit, c'est vrai que, bon, en théorie macroéconomique, les dépenses libérales, il faudrait peut-être un petit peu les baisser, le déficit. Et puis après, mais une petite gêne. Et après, quand j'ai vu les dépenses en question, je me suis dit, non, mais vraiment, enfin, on peut pas confier, enfin, je veux dire, on ne peut vraiment pas confier de l'argent à des gens qui disent des phrases du type, enfin, 300 millions de fraudes, pardon, mais enfin, ça va. 300 000 combien 300 millions de fraudes. Ouais. Alors, un sujet, voilà. C'est le genre de phrases que j'ai entendues. Et donc, en fait, j'ai remarqué que voilà, l'État est un peu comment dire, l'État au sens très très large, hein, pas au sens étriqué des quelques ministères, mais au sens de toute la sphère publique, hein, tout ce que financent vos impôts sans que vous le sachiez. Personne n'ose l'interroger en général en France. On dit toujours que c'est un peu un bienfaiteur et que voilà, toutes ces dépenses doivent bien servir à quelque chose et qu'il y a sans doute une bonne raison qu'on ignore et qu'un planificateur bienveillant, voilà, des fonctionnaires très compétents ont sans doute mis en œuvre, alors que pas du tout. Et vraiment, c'est là où voilà, où je veux œuvrer, c'est d'ouvrir la machine, ouvrir la caisse noire pour dire, ok, très concrètement, quelles sont les dépenses que demain matin, si on faisait un référendum, vous seriez d'accord pour payer avec vos impôts, quoi. À quoi vous voudriez vraiment renoncer sur votre salaire en échange d'une dépense dont vous voyez les résultats. Et donc le pari, c'est que c'est probablement moins que 57% du PIB et que effectivement, il y a plein de missions, il y a plein de ministères. Ça sonne très bien en théorie, voilà, la culture, l'aménagement, la cohésion. Bon, je sais pas trop ce que ça veut dire. Et le jour où on réalise que c'est pris sous sa feuille de paye, et le jour où on voit comment, enfin, à quel élu et à quel fonctionnaire, y compris moi, est-ce que vous confieriez votre argent et votre avenir, vous y réfléchiriez sans doute à 2 fois. Et en fait, c'est un peu ça la démarche qu'on souhaite un peu expliciter, c'est de regarder chaque dépense en face et de se dire, est-ce que vraiment on est convaincu qu'elle est indispensable, qu'elle est bien faite, et que l'argent est mieux, voilà, dans la caisse collective que dans la poche du travailleur qui décide où il veut aller en vacances et à qui on ne doit pas imposer le chèque vacances parce qu'en fait, ou le chèque restaurant avec temps par jour, etc. Donc c'est vraiment l'idée de se dire, cette espèce de recréer le plébiscite permanent que devrait être la nation et que devrait être l'État en démocratie. Donc voilà, c'est pas du tout censé être révolutionnaire, ou alors si c'est révolutionnaire, c'est au sens le plus noble, au sens de voilà, les citoyens qui décident à un moment donné que finalement leur argent est mis dans leur poche que dans les ministères. Et donc on va proposer, c'est une démarche qui est en cours, mais on va proposer un plan avec plein de données, plein de chiffrages, chacun pourra regarder, picorer, voir il est d'accord, il n'est pas d'accord. Mais regarder en face en se disant, en fait, ouais, c'est notre argent, et si on n'est pas d'accord, on peut décider de baisser une dépense publique. Une dépense publique, ça se baisse, et une économie, ça peut être joyeux. Voilà.
Donc j'ai intitulé la présentation, donc je suis Alexis Seman, je suis économiste de formation, enseignant dans le supérieur. Et donc je vais vous parler un petit peu de ce qui s'est passé. Donc j'ai intitulé la présentation Javier Milei, mesures, conséquences et scénarios. Déjà pour accrocher votre attention, c'est passé quelque chose d'assez intéressant. Milei a réduit le nombre de ministères de 18 à 10 ministères. Donc c'est une réduction conséquente. Il a supprimé un ministère, notamment un ministère de l'égalité homme-femme. Nous, notre cher ministre de l'égalité homme-femme, où était-elle? À Cannes, il y a quelques jours. Donc ça montre un peu la dynamique, le contraste aujourd'hui. Donc Javier Milei, c'est un économiste argentin de formation, qui a découvert l'école autrichienne. Je vous rappelle, l'école autrichienne, c'est une école libérale parmi d'autres. Il y a l'école du public choice, l'école monétariste, il y a l'école de Chicago, voilà, monétariste aussi. Bon, et il y a l'école autrichienne. On y reviendra. C'est l'un des l'un des seuls économistes contemporains qui a accédé au pouvoir, qui a cette formation. Et on y reviendra. Il a été connu par les réseaux sociaux, notamment durant la crise de la Covid. Durant la crise de la Covid, il s'est opposé à l'État totalitaire, autoritaire argentin, et il s'est fait connaître comme ça. Et il a fait connaître, donc, infuser ses idées. En 2021, il est élu à l'Assemblée, et en 2023, il accède au pouvoir en tant que président, et en décembre, il prend officiellement le pouvoir. Sa fameuse... son fameux motto, c'est la tronçonneuse. Couper dans les dépenses publiques, couper dans les réglementations, couper dans la lutte, dans une logique de lutte des classes, couper, faire la sécession face à cette élite, face à cette bureaucratie qui tend à nous asservir. Il est vraiment dans cette logique, dans une logique rothbardienne. Je rappelle, Rothbard est le grand penseur de l'anarcho-capitalisme. Alors, la question est celle-ci. Les réformes de Javier Milei peuvent-elles transformer durablement l'Argentine? Oui ou non? Dans quelle mesure? Et on y reviendra. Donc dans une première partie, je vous présenterai très brièvement l'histoire de l'Argentine et les mesures qui ont été appliquées. Et dans un second temps, on reviendra sur les conséquences et, dans une certaine mesure, comment la France peut suivre cette logique, ou dans la limite, comment peut-on transposer les mesures de Milei à la France. Donc pour rappeler, Milei, c'est déjà avant tout un économiste qui s'identifie comme libéral. Libertarien. C'est-à-dire qu'il défend la propriété privée, la liberté individuelle, la responsabilité, la décentralisation, la limite de l'état de droit, la limite de l'intervention publique dans les champs à la fois économiques et sociétaux. Il est de sensibilité libertarienne, c'est-à-dire qu'il veut absolument tout privatiser privatiser les rues, privatiser même le système, les fonctions régaliennes, la police, l'armée, la justice. C'est une version extrêmement radicale. Mais certains libertariens le critiquent, comme Hans Hermann Hoppe, qui nous signale que, certes, il est libéral dans les mesures qu'il prend, mais il reste assez autoritaire, où le pouvoir il reste centralisé, du moins dans son arrivée au pouvoir, il a vraiment centralisé le pouvoir, par des décrets. Donc l'exécutif domine, disons, l'approche démocratique que l'on, disons, c'est plus du management centralisé que du délégatif, voilà. Aussi sur la sphère des relations internationales, il est quand même pro-États-Unis, pro-intervention, voilà, à l'étranger. Donc c'est pas non plus un libertarien, il est quand même conservateur aussi absolu, et dans les relations internationales, il est quand même aligné sur les néoconservateurs, dans une certaine mesure. C'est important de l'identifier, de le signaler. Voilà, donc il est défenseur de l'école autrichienne. Je vous rappelle, l'école autrichienne, une école de pensée qui a pris forme avec Karl Menger, un principe d'économie, qui continuera avec Ludwig von Mises. On aura d'ailleurs un prix Nobel, Friedrich Hayek, en 1974, le premier prix Nobel néolibéral qui critiquera les politiques des banques centrales et le rôle des cycles économiques. Et le grand penseur actuel, c'est aussi, il y avait Rothbard, bien sûr, le penseur de l'anarcho-capitaliste, et le grand penseur aujourd'hui, c'est Hans Hermann Hoppe, aux États-Unis, même si, bon, il est très contesté parce qu'il conteste la démocratie. Et il y a également Jesus Huerta de Soto, avec l'école de Juan de Marina, en Espagne, d'accord, qui est une école plutôt axée catholique, libérale, oui, libertarienne. Alors, l'Argentine, il faut savoir, donc revenir un peu sur ce qui s'est passé en Argentine.
l'Argentine, c'est déjà une constitution libérale initialement, avec Juan Bautista Alberti. Donc les fondements sont libéraux hein, en 1853, hein, lorsque l'État se construit. Et on aura vraiment une Argentine libérale jusqu'en 14. En 14, développement des théories interventionnistes et bien sûr avec en 36 Keynes, politique keynésienne, le développement de l'État-providence qui se développera entre les deux guerres, le retour du protectionnisme. Bon, l'Argentine mènera dedans et avec un déclin donc qui commence après 14 et en particulier dans les années 30 avec le coup d'État. Bon. Je passe parce que la période est longue et il faut que j'aille vite. Il y aura aussi de l'hyperinflation. Après la Seconde Guerre mondiale, on aura donc Juan Domingo Perón, le péronisme qui viendra, qui est une forme de corporatisme nationaliste qui prendra le pouvoir et qui centralisera le pouvoir et qui donnera lieu à une culture de la centralisation du pouvoir en Argentine. Je passe. L'Argentine aussi fera face à des différentes crises, hein, la crise de l'hyperinflation 89, un défaut de paiement en 2001. Donc voilà, je brosse vite l'histoire. Hein. Bon, voilà, le péronisme, pour y revenir, hein, c'est un projet de l'inflation. Je vous rappelle, l'inflation, causée souvent par l'impression monétaire, détruit la valeur de l'argent, détruit la valeur de l'épargne, et donc incite les gens à consommer tout de suite, puisque l'argent ne cesse de se déprécier. Et donc ça ne permet pas hein, aux agents d'anticiper l'avenir. Ça ne permet pas les signaux que sont les prix de se transmettre entre les agents. Bon, vous avez compris, c'est vraiment destructeur, d'accord. Je vous invite à lire Milton Friedman, hein, d'accord, sur ces questions, voir Jesus Huerta de Soto, voir Guido Hülsmann, qui est la grande figure en France, hein, voilà, sur ces questions. Voilà, il a fait d'autres mesures très intéressantes, donc baisse des subventions, notamment dans l'énergie, dans les transports. Gel des travaux publics, hein, les politiques de grands travaux keynésiens, ça il a coupé dedans. Réduction de l'emploi public, d'accord. En France, c'est un travailleur sur 6, hein, je crois, ou 5 qui est fonctionnaire. Donc on peut s'en inspirer. Dévaluation du peso. Bon, on pourrait dire pourquoi il a dévalué le peso. En gros, parce qu'il y avait un marché parallèle du peso. L'État imposait un contrôle des prix sur le peso. Il a dévalué pour que la réalité du peso représente le marché parallèle. Parce que l'État surévaluait le peso, alors qu'en réalité, il était beaucoup plus bas. Pour donner plus de crédibilité. Et c'est courageux de sa part pour dire que, en fait, la monnaie, le peso, il n'est pas autant demandé qu'on le dit. Bon, je pourrais pas détailler plus parce qu'il faut aller vite, mais c'est une mesure très courageuse. Hein. Donc, pour redonner plus de crédibilité dans la monnaie. Je vous rappelle qu'il avait même dit qu'il allait supprimer les banques centrales, hein, Javier Milei. Une mesure assez courageuse. Bon. Alors voilà, je vous ai un peu parlé de ça. Je vais passer rapidement maintenant au scénario possible. Comme ça, je termine. Pour la France. Il y a plusieurs scénarios possibles pour l'Argentine. Soit il y arrive, disons que c'est un continuum, soit il y arrive très bien. Ah bah ça, c'est un exemple de réussite partout dans le monde, comme a été un peu Reagan, comme l'a été un peu Thatcher pour tous les libéraux. Succès, il réduit l'inflation, retour à l'emploi, le PIB augmente, le revenu par habitant augmente, un grand succès. Ça serait considérable et tout le monde peut-être suivra son chemin. Je vous invite à lire le bouquin de Michael où il explique ça, notamment sur les pays d'Amérique latine qui sont très influencés par Milei. Hein. Et même nous, nos petits groupes de libéraux qui commencent à s'intéresser à ça. Soit résultats, disons, ambigus ou des résultats macroéconomiques performants, mais le coût social de ces réformes est trop... Il n'y arrive plus, hein, donc il n'y a plus de crédibilité. Donc ça serait possible aussi, hein, on va le voir. Soit échec. À mon avis, il n'y a pas d'échec. Quand on fait du libéralisme bien, comme il le fait, et on le voit dans les données, les micro et macroéconomiques, ça ne va faire que monter. La croissance va monter, on l'a vu, dès qu'il arrive au pouvoir, plus 20% sur le marché financier. Donc les gens croient dans ce qu'il va faire. Et bien sûr, il y a des problèmes liés aux syndicats, liés au Congrès aussi, qui peut limiter ses réformes, même s'il a eu l'approbation du progrès. Je crois sur 25, lors des dernières élections, sur 25 départements, il a eu 14 qui l'ont soutenu, hein, d'après ce que j'ai compris. Il y a aussi, bon, il faut rappeler qu'il n'a pas été élu de manière, c'était pas il fait pas consensus. Très peu de participation,
aussi dans un contexte où ils sont pas libéraux fondamentalement les Argentins, c'est plus du populisme anti-élite. Vous voyez, c'est pas un contexte d'approbation philosophique de ce que disait Mises sur Rothbard ou Hayek. Vous voyez. Maintenant, donc on va voir avec les présidentielles. Pour la France, et puis je vais terminer là, on peut s'en inspirer, même si la France est très différente. La France, on a une culture de l'État centralisée, jacobine, colbertiste. On a un vieux État, hein, une histoire de centralisation. On a un État-providence qui fonctionne quand même plus ou moins, même si on voit que ça dysfonctionne, mais ça tient encore. On n'a pas les problèmes d'hyperinflation, puisque la Banque Centrale Européenne limite l'inflation entre 1,5 et 2%. On n'a pas d'hyperinflation encore. On a... ça se tient encore. Donc, on peut pas vraiment... c'est pas vraiment comparable. C'est un pays en développement. Ils n'avaient pas l'Argentine. C'est pas le même niveau de revenus par habitant. C'est pas le même niveau de développement, comme je le disais. Même en termes de dette publique. Nous, on a une dette de dépenses publiques. Nous, on est à presque 60%, 58, 57%. Eux, ils sont à 30, 35. Donc, c'est pas la même culture. Vous voyez, c'est pas le même contexte. Hein. D'accord. Nous, on fait partie de l'Union européenne. On a mutualisé nos dettes publiques. On commence à mutualiser un peu nos dettes publiques avec les eurobonds. Ça commence à venir. Voilà, on est un pays développé. Bon, vous avez compris. Donc voilà. Donc je voulais pas être trop long, mais bon, en tout cas, il y a plein de choses à retenir. Hein. Déjà, il faudrait qu'il y ait des gens qui s'informent sur ce que dit Millet, sur le libéralisme, sur l'école autrichienne, quelque chose que l'on n'enseigne pas du tout à l'université ou dans les écoles de commerce. Ça, c'est bien dommage. Il faudrait qu'on revienne à une culture de la propriété privée. Beaucoup de gens parlent de la propriété, mais la propriété privée, de la concurrence, de l'absence de contrôle des prix. Très peu de gens parlent de ça aujourd'hui. Et pas vraiment. C'est plus par pragmatisme que par conviction. Hein. Et donc, je pense qu'il faudrait que tous les politiques s'y intéressent, même les hauts fonctionnaires ou la société civile. Et voilà. Donc, quoi d'autre? Donc, il faut garder espoir. Il faut garder espoir. Ça bouge. Merci. Merci beaucoup Alexis. Juste avant de passer le micro, tu es fondateur aussi de l'Institut pour la propriété privée. Est-ce que tu peux le présenter en 2 mots? Parce que je pense que c'est un institut qui est important en France. C'est gentil, important. Bon, en gros, j'ai fondé un petit institut pour la propriété privée. C'était pour raconter un peu mes articles scientifiques de manière un peu dans le logique de grand public. Bon, maintenant, je travaille beaucoup avec Michael, pour l'Institut pour le Progrès, parce que bon, maintenant, je suis un peu partie du comité scientifique de son think tank, mais c'est un think tank que j'ai créé, l'Institut pour la propriété privée, qui est dans une philosophie libérale, libertarienne. J'ai écrit des notes sur l'absence de sens au travail, qui pour moi ne vient pas du capitalisme, mais qui vient de la bureaucratisation de nos sociétés, des politiques monétaires, de l'omniprésence de l'État. J'ai écrit aussi une note sur la culture de l'expropriation qui se développe en France. Pour moi, en France, on se fait progressivement exproprier de la naissance à la mort, en passant par l'expropriation digitale avec l'identité digitale qui est en train de se développer. J'ai écrit une autre note sur le droit naturel. Hein, aujourd'hui, on est dans un droit positif, et je rappelle que, de par notre tradition judéo-chrétienne et catholique, le droit naturel, le droit de saint Thomas d'Aquin devrait davantage inspirer nos politiques. Et personne n'en parle. Personne ne connaît ces théories, personne n'en parle dans les universités. Et d'un point de vue moral, ce n'est pas bien, on n'en parle pas. Et d'un point de vue de la culture économique, c'est pas bien qu'on n'en parle pas, la culture économique, juridique, philosophique. Voilà. Bah, merci pour votre attention. Vous m'entendez bien là? Je préfère le micro. Ok. Bon, très bien. Merci Alexis. Je vais être, comme il l'a souligné, il est économiste universitaire et sur nos activités de think tank, plus sur le côté scientifique. Donc je vais être un petit peu moins scientifique, un petit peu plus engagé qu'il ne l'a été. Donc effectivement, on s'était déjà vu pour certains ici grâce à Sébastien. Et il y a eu la parution de ce livre, donc La Révolution Millet. Puisque je trouve qu'en fait c'est une véritable révolution telle qu'il n'y en a jamais eu depuis plusieurs siècles dans l'économie. La seule figure révolutionnaire qu'on applique à l'économie est Marx,
il n'y a pas eu l'équivalent sur le libéralisme. Et c'est ma thèse, c'est qu'en fait, Millet est en train vraiment d'avoir un impact révolutionnaire sur l'économie, comparable à celui qu'avait eu Marx. Sauf que Marx, ça a mis plus de 70 ans entre ses écrits et la première révolution bolchevique. Là, à l'heure des réseaux sociaux et de X et des chaînes d'infos en continu, il suffit de quelques secondes, quelques minutes, alors en l'occurrence c'est plus quelques mois, mais vous voyez que dans tous les pays de tous les continents, il y a eu des unes sur Javier Milei partout. Y compris en France, je crois que c'est le point qu'il a fait, il y a beaucoup d'articles dans tous les autres médias. Vous avez même le Vietnam communiste qui a dit il faut aussi qu'on sorte la tronçonneuse sur les dépenses publiques. Enfin, c'est devenu un symbole. Pour moi, il y a eu la faucille et le marteau, maintenant il y a la tronçonneuse. Alors peut-être qu'en France on aura le scarificateur, j'ai retenu. Mais ça a quelque chose de révolutionnaire parce que, en fait, c'est quelque chose que l'on comprend facilement. Trop de dépenses publiques, mettre l'argent dans le secteur privé, le seul qui produit des richesses. C'est pas le fonctionnaire, c'est l'entrepreneur qui crée de l'emploi et qui crée la prospérité, qui crée la croissance. De la même façon que le marxisme était facilement entendable, en tout cas on le retenait. C'est l'actionnaire qui a celui qui possède les moyens de production, qui exploite l'autre, etc. C'est la quantité d'heures de travail qui détermine la valeur, etc. Bon, maintenant on sait que c'est faux, mais ça a quand même eu quelque chose de facilement compréhensible et qui s'est répandu comme une traînée de poudre entre le Marx des années 1850 et toutes les révolutions communistes qu'il y a pu y avoir en Amérique latine au XXe siècle. Ça a mis quand même, ça a eu une influence quand même très très forte. Et c'est vrai, et c'est ça que je trouve formidable, c'est que depuis l'élection de Milei, quasiment tous les pays d'Amérique du Sud ont basculé vers des pouvoirs libéraux, ou quand ils n'ont pas pu basculer, il y a une poussée très 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 forte, parce qu'ils disent mais en fait celui qu'on nous présentait comme un clown, comme un fou à côté, en fait ce qu'il applique maintenant ça va mieux, donc pourquoi pas on n'essaierait pas aussi chez nous. Je vais être un petit peu plus engagé qu'Alexis ne l'a été sur les résultats, et pour vous dire pourquoi aussi je me suis beaucoup intéressé à Milei. Déjà la première des choses, c'est que je regardais la télévision française et j'entendais tiens, c'est un clown trumpiste. Bon, ok. Et puis c'est vrai qu'on le voit avec la tronçonneuse et tout, ah voilà, machin, un truc, on va détruire l'État, les banques centrales, hein. Et puis après on lui dit alors vous êtes trumpiste et tout, il dit non, écoutez, Donald Trump a compris quelque chose, c'est qu'il faut mener une bataille culturelle contre le gauchisme qui est dominant culturellement, et Donald Trump l'a compris, moi je fais la même chose pour passer les idées libérales libertariennes, parce qu'on a une inflation qui est trop forte, parce que l'État est trop gourmand, parce que l'État régule trop et qu'il empêche la création de richesses, et que c'est pour ça qu'on a autant de pauvres. C'est pas clownesque comme réflexion jusqu'à présent, donc je me suis dit tiens, je vais regarder, mais je regardais et puis on disait qu'il ne gagnerait jamais. D'ailleurs c'est quelque chose que on serait sur les différences, évidemment il existe beaucoup de différences, mais il faut savoir qu'au moment de la campagne argentine, personne pensait que Milei allait gagner. Jamais personne. Après on a a posteriori dit oui, mais il y a des circonstances argentines qui font que... Oui, mais ceux qui ont dit ça, trouvez une seule personne qui a dit ça avant l'élection de Milei. Tout le monde disait il ne gagnera jamais. Au début, on disait c'est un clown, il pourra pas être candidat. Ensuite, on a dit finalement il peut être candidat, mais il gagnera jamais. Finalement, il va gagner. Enfin, maintenant qu'il a gagné, ok, il va pas faire ses réformes. Bon, il a fait ses réformes, mais ça aura pas d'impact. Puis après, il y avait un moment, il y a quelques mois, on disait bon, ok, ces réformes ont de l'impact parce que ça a eu un impact très très fort parce qu'on a, comme l'a souligné Alexis, divisé l'inflation, on a retiré un zéro, ce qui est quand même pas rien. Il y a eu un taux de pauvreté qui a chuté de plus de 25 points, ce qui est énorme. Alors c'était très très élevé, hein, évidemment, à 52 points, mais quand vous arrivez de 52 à 27, c'est que les réformes, elles sont quand même très très bonnes. Il y a eu, par exemple, des dérégulations qui ont amené sur une situation similaire à Paris, à Buenos Aires. Il y avait les loyers qui étaient encadrés, donc il y a eu une déréglementation qui a été faite dans les méga décrets. Tout de suite, il y a eu une offre qui a été plus fluide et ça a baissé le prix du loyer, etc. Donc c'est comme ça qu'on a recréé de la richesse. Et en fait, la débureaucratisation, par exemple sur un secteur qui est pour l'aide aux plus pauvres et aux handicapés, ils ont coupé dans la bureaucratie et ils ont versé directement les aides aux gens. Parce que comme on sait à qui on verse, ça sert à rien qu'il y ait 36 commissions, 36 strates, etc. Et donc comme ça, on peut donner et aider plus d'ailleurs les gens quand on économise sur la bureaucratie.
Et donc tout ça, je me dis, mais c'est quand même, c'est une erreur économique, ça ne peut pas se faire puisque tout naît des ordres spontanés entre les gens. Personne ne peut prédire quelle va être votre envie, vers quoi vont aller vos préférences, etc., etc. Et donc un planificateur qui fait ça, par définition, il se trompe. Et en se trompant, il abaisse la dynamique économique et donc il abaisse la valeur totale produite et donc la production et la richesse par habitant. Et donc il s'est dit, on va appliquer nos raisonnements dans la sphère, on va avoir de l'influence auprès des politiques, auprès des gens influents pour leur expliquer le système libéral par rapport au système dirigiste, collectiviste, socialiste, communiste. Et Muriel Rothbard arrive quelques années après, dit mais en fait ça marche jamais. Pourquoi ? Pour deux raisons. Déjà parce que face à ça, il y a un populisme de gauche, c'est-à-dire si vous êtes pauvre, c'est parce qu'il y a des riches qui s'en mettent plein les poches. Donc c'est pour ça que vous êtes pauvre, et donc c'est en luttant contre les riches, en luttant contre ceux qui détiennent les moyens de production que votre vie va s'améliorer, et comme ça on sera tous égaux, et ça va nous tirer vers le haut. Ce qui est faux, mais ce qui est populiste et ce qui marche. Et deuxième chose, il explique que en réalité, les élites, pour rester élites, quelque part, faut aussi être toujours dans le sens du vent, et donc bien s'entendre avec les dirigeants de l'État, quels qu'ils soient, et donc on peut pas être tout le temps remis en cause, et on peut pas aller contre la doxa dominante, pour rester dans les élites et pour être au plus haut niveau d'influence. Et Muriel Rothbard dit justement, faut aller frontalement contre ça, et au populisme de gauche, faut opposer un populisme de droite où on va directement sur les idées qui vont intéresser les gens. On leur explique que s'ils ne peuvent pas avoir de croissance de leur pouvoir d'achat, c'est parce qu'il y a un système collectiviste, qu'il y a une caste qui s'en met plein les poches sur leur dos, qui prend l'argent, qui vole l'argent du secteur privé pour aller dans une bureaucratie qui étouffe le niveau d'activité de tout le monde en ayant un système collectiviste, dirigiste, et qui sont en incapacité totale de pouvoir bien décider. Et donc, il était beaucoup plus, on va dire, rock'n'roll, Rothbard, par rapport à Hayek, qui était personnalité beaucoup plus calme, beaucoup plus intellectuelle, etc. Et en fait, c'est une révélation qu'a eu Millet en lisant Rothbard, et toute la stratégie qu'il a suivie depuis le début de sa médiatisation dans les années 2012, 13-14, ça a été de suivre la stratégie de Muriel Rothbard, qui est d'ailleurs très détaillée dans un papier qui s'appelle The Right Wing Populism, et où il appelle vraiment à mener la bataille culturelle. Vous voyez ce que c'est le CPAC américain ? Voilà, le CPAC américain, c'est la grande conférence des conservateurs qui est menée, et puis du coup ils en font des CPAC internationaux, et il a été vraiment le héros de toute la mouvance libérale. Et la dernière fois quand il est allé au CPAC, je vais vous lire, il a donné justement une dizaine de points. Il a dit voici le décalogue de ce qu'on croit pour gagner la bataille culturelle. Premièrement, il vaut mieux dire une vérité inconfortable qu'un mensonge confortable. Ensuite, on se fout royalement de l'opinion des politiciens sur presque tous les sujets. Troisièmement, il ne faut jamais négocier ses idées pour grappiller une voix. Quatrième, à la différence de l'économie, la politique et le pouvoir sont un jeu à somme nulle. Cinquième, la seule façon de combattre le mal organisé est avec le bien organisé. Sixièmement, quand l'adversaire est fort, la seule façon de le vaincre est avec une force supérieure. Septième, ne jamais reculer, la meilleure défense est toujours une bonne attaque. Huitième, donner la bataille culturelle depuis le pouvoir est une obligation que nous avons. Neuvième, la seule façon de combattre le socialisme est depuis la droite. Et dixième, dans cette cause, nous devons être prêts à donner notre vie. Vous voyez, c'est quelqu'un qui est dans un engagement véritablement total. Et pour aller sur le thème qui va nous intéresser, du coup, et en France. Où est-ce qu'on en est en France ? C'est vrai que depuis la dernière fois qu'on a fait une petite conférence ici, on a quand même fait beaucoup de choses. On a refait 2 nuits de la liberté, et on a eu, grâce aux actions de Benjamin et des actifs anonymes, on s'est dit, plutôt que de parler philosophiquement dans nos termes, on va interroger les Français sur les solutions libérales et sur ce qu'ils pensent de l'économie, mais avec notre biais. Et donc, parce que si on demande aux gens, vous êtes libéral, etc., ils savent pas. Libéral, est-ce que je suis social-démocrate, est-ce que je suis libéral, est-ce que je suis keynésien, on va pas forcément toujours savoir. Par contre, si vous leur dites, est-ce que vous pensez que ce serait bien pour vous, par exemple, d'abaisser l'URSSAF ou l'impôt sur le revenu, etc., oui. Est-ce que vous pensez que du coup, si vous avez plus d'argent dans la poche et que tous les Français ont plus d'argent dans la poche pour consommer, ça va améliorer la situation du pays ? Oui.
Vous voyez, donc c'est s'intéresser directement aux solutions. Et on a fait une dizaine de questions. Et première question, est-ce que vous faites confiance aux hommes politiques pour dire la vérité sur la situation économique et budgétaire? Oui, 19%. Non, 81%. Et par exemple, sur le sujet des actifs, on a dit, est-ce que vous pensez, en plus on est dans un contexte où on est le premier pays de l'histoire de l'humanité, mais on ne va pas le rester beaucoup parce que ça amène à une faillite certaine, où les retraités gagnent plus que les actifs avec le transfert qu'il y a, et puis comme en plus on a un pouvoir d'achat qui diminue quand on est actif par rapport à avant, on a cette situation totalement folle. Donc on est allé interroger, comme l'a souligné Benjamin, cette question, et y compris au plus de 65 ans, est-ce que vous trouvez que c'est normal, et est-ce que vous trouvez que pour améliorer aussi la situation budgétaire, ce serait bien, il faudrait abaisser un petit peu les retraites. Et même les retraités disent oui à 52%. Et alors après, le problème, c'est quand on pose les questions aux politiques, ils disent oui, mais c'est compliqué, il y a que effectivement les boomers qui votent. On dit mais attendez, baisser les retraites, c'est pas de baisser les retraites de Madame Michu qui gagne 700 € à 600 €. Quand vous voyez des gens, quand j'ai rien contre lui, mais Michel Barnier qui, quand il rentre à Matignon, gagne 29 000 €. Peut-être limiter certaines retraites qui viennent du public ou des gens en fait n'ont jamais vraiment cotisé à 4 000 € par exemple, ou 3 000 €, ou 5 000 €, etc. Donc on a posé ces questions-là et on a vu qu'en fait les Français sont très majoritairement sur ces solutions-là. Et donc là où beaucoup bloquent sur bah non, ça on n'en parle même pas parce qu'il y a ci ou ça politiquement, non, il y a des solutions et en plus les Français les comprennent assez bien. Et la dernière question, donc l'avant-dernière, n'hésitez pas à voir, c'est Français et les idées libérales, IFOP, avril dernier, pour ceux qui ne l'ont pas lu. L'avant-dernière question, on dit bon bah comme dans un an il y a l'élection, est-ce que vous pensez qu'un candidat à l'élection présidentielle, quel qu'il soit, pourrait améliorer votre situation s'il arrive au pouvoir? Oui, 19%, non, 81%. Dernière question, seriez-vous prêt à voter pour un candidat qui proposerait une thérapie de choc avec baisse des dépenses, baisse des impôts pour faire repartir la croissance? Petit détail, d'ailleurs, j'ai eu un petit argument avec les gens du sondage qui au début avaient dit oui, en fait, politique d'austérité. C'est pas de l'austérité, c'est pour faire redémarrer la croissance. D'ailleurs, by the way, premier trimestre, là on est à 0% de croissance, ce qui signifie que véritablement notre pays s'appauvrit. C'est-à-dire qu'on a de l'inflation, mais on n'a pas de croissance, donc tout le monde, comme l'a expliqué très bien Alexis, tout le monde perd, puisqu'en fait le fruit de votre travail c'est votre épargne, et quand vous avez gagné 10 000 € et que vous avez mis sur un compte il y a quelques temps, bah en fait vos 10 000 € maintenant ils valent moins parce qu'il y a de l'inflation et que le pouvoir d'achat il augmente pas, il rétrécit. Donc en fait on vole le fruit du travail des gens. Non seulement on vous vole votre travail, les fruits de votre travail au jour le jour, mais on vole même votre épargne par l'inflation. Et c'est très commode parce que les fonctionnaires, et vous avez vu à chaque fois l'Assemblée d'ailleurs, s'augmentent. Voilà, mais ceux qui sont dans le système productif, on ne peut pas s'augmenter plus que ce qui est possible. Et donc dernière question, je me suis dit, on va tester notre espace, c'est-à-dire ceux qui peuvent penser comme nous. Je pensais qu'on serait à 25-30%, ce qui me permettrait d'aller dire à nos amis politiques, regardez, il y a quand même 20, 25, 30% des gens qui seraient prêts à voter pour une thérapie de choc. Et finalement, le total du oui, 68%, dont dans certains partis comme le RN, 80%, ce qui montre que ça a une influence totale. Et Monsieur Guillaume Casbarian, que je salue et à qui on va laisser la parole d'ici quelques instants. Bien. Et j'étais en train de résumer ce qu'on a fait dernièrement. Donc, il y a eu 2 nuits de la liberté. Il y a eu donc ce sondage qui a montré qu'en fait il y a eu beaucoup de Français qui pensaient comme nous. Il y a eu la création du Parti de la Liberté il y a quelques semaines. Donc vous avez dû voir annoncer, c'est marrant. Maintenant, dans les cafés, on est trop de libéraux, ce qui aurait été inimaginable il y a quelques temps. Et il y a eu, aux dernières nuits de liberté, il y a eu Guillaume Casbarian qui nous a fait l'honneur et l'amitié de nous rejoindre, mais il y a aussi Sarah Knafo, David Lisnard, c'est-à-dire qu'en fait, ce qu'on fait au niveau de la bataille culturelle, de se dire, bah, on se réunit, on en discute ensemble, on avance ensemble, on réunit toutes celles et tous ceux qui veulent jouer collectif, que ce soit des think tanks, des entrepreneurs, des politiques, et qui veulent mener la bataille culturelle, parce que de toute façon, sinon c'est la faillite assurée d'ici quelques mois. Et donc ça prend, ça a de l'influence. C'est vrai qu'avec le sondage, on a été, c'est pour la petite anecdote, avec Benjamin, on disait, ce
qui serait génial, c'est d'avoir le Figaro. Ah oui, ce truc, c'est compliqué, on les a harcelés. Bon, puis finalement, on a fait autrement. Et puis finalement, le sondage a eu un tel impact que le Figaro en a parlé 2 fois. Et tous les médias en ont parlé, donc on a vraiment eu beaucoup de chance. Mais parce que en fait, quand on dit la vérité, ça finit toujours par percer. Et donc je vais saluer Monsieur Kasbarian, donc pour ceux qui ne le connaissent pas, qui a été ministre du Logement, qui a été ministre de l'équivalent du Doge en France, et qui surtout J'ai fait un tweet sur le sujet à l'époque. Oui. mais qui avait bien marché. Oui, très bien. Très bien marché. Et qui surtout, à l'Assemblée nationale, souvent on dit oui, mais Kasbarian, pardon, mais il est de la Macronie, il faut rien et tout. Oui, enfin, regardez ce qu'il a proposé dans l'Assemblée, la fin des cures thermales, il pourra... Des indexations des retraites. Des indexations des retraites, etc., etc. Donc c'est quelqu'un qui croit profondément à ce qu'il dit, qui sait que sinon, de toute façon, on ne peut pas faire véritablement autrement, donc quitte à être singulier et marginal parmi les hommes politiques, c'est lancé. Là-dessus, on fait un parti de la liberté. D'ailleurs, après, on va pouvoir échanger avec... À la même heure, dans le même bar, il y a 2 groupes de libéraux qui organisent un événement. J'ai dit c'est pas possible, qu'est-ce que c'est? Enfin, c'est un coup monté. Est-ce que LFI est derrière tout ça? Qu'est-ce qui s'est passé? Et donc non, il paraît que c'est vraiment, si j'ai bien compris, un double booking en fait. Si j'ai bien compris, avec un quiproquo sur le regard. Bon, on saura pas. Mais en tout cas, ravi de pouvoir échanger avec vous. Et donc effectivement, le Parti de la Liberté fait son pot avec ses premiers adhérents en after work aujourd'hui. Et donc, on est très heureux de vous payer votre coût si vous souhaitez venir discuter avec vous tout à l'heure. On n'est pas sectaire du tout, hein, je le précise. On défend la liberté, comme vous tous, enfin en tout cas comme beaucoup d'entre vous. Je lis vos publications sur les réseaux sociaux, je lis vos livres, je lis aussi votre livre sur la liberté et les citations libérales que vous pouvez avoir. Je sais qu'on partage pas tous la même vision forcément de la liberté, c'est normal, quand vous mettez 2 libéraux dans une salle, ils sont forcément pas d'accord, c'est le charme aussi des libéraux. Mais moi j'ai pour principe de ne jamais taper sur quiconque défend la liberté et de me dire que je suis très heureux quand il y a plein d'offres libérales qui émergent, plein d'offres libérales qui défendent leurs convictions, et que plus il y en a, mieux c'est pour le débat public, parce que vu le nombre d'offres collectivistes et étatistes, eh ben on a besoin d'être nombreux à porter ces idées-là, et qu'en plus quand il y a un petit peu de concurrence et que cette concurrence est bienveillante, bah, ça permet à chacun d'améliorer ses propositions, parfois corriger le tir sur certaines choses qu'on peut dire, parfois être plus ambitieux sur d'autres choses où on n'a pas été assez ambitieux. Et donc voilà, c'est l'émulation collective, et donc je suis ravi de pouvoir y contribuer. Tu l'as dit, j'essaye à l'Assemblée nationale de porter des amendements qui sont souvent rejetés, souvent minoritaires, mais oui, il a des indexations des retraites, la suppression des 10% d'abattement pour frais professionnels des retraités, la suppression des cures thermales, la suppression des chambres d'hôtel pour migrants irréguliers qui durent pendant 3 ans. Sur tous ces sujets-là, j'essaie de mettre les pieds dans le plat en me disant bah tant pis si je m'en prends plein la tête, mais ça permet d'ouvrir la fenêtre d'Overton et de parler très librement de ces sujets-là. Et plus on est nombreux à le faire, mieux c'est. Plus on sera nombreux demain à l'Assemblée nationale à porter ces idées-là, mieux ça sera. Et j'espère qu'un jour on arrivera à se retrouver dans un même ensemble, dans un même combat électoral, pour peser vraiment sur le débat public, soit au sein d'une coalition pour pousser un gouvernement à libéraliser sa politique, soit au sein d'une opposition pour s'opposer franchement à un pouvoir illibéral qui malheureusement, et je ne le souhaite pas, prendrait le pouvoir. Mais dans les 2 cas, il faut être prêt, et il faut que les libéraux, avec leurs sensibilités différentes, s'aiment tous entre eux dans leur diversité, se tapent pas trop entre eux sur la tête, concentrent leurs attaques sur les anti-libéraux, et à un moment puissent se retrouver au beau moment pour porter des idées libérales dans le débat public et avancer ensemble pour notre beau pays. Je serai pas plus long, et merci pour votre accueil, et puis encore une fois, bienvenue si vous voulez boire un coup tout à l'heure. Merci. 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 Merci beaucoup, Guillaume. À tout à l'heure. Merci. Donc évidemment, pardon, je termine par mon auto-promo. N'hésitez pas, il y en a quelques-uns. C'est 9 €. Vous souhaitez quelques exemplaires. Et je crois que ça fait très drôle. C'est très drôle, c'est quand même énorme. L'idée, c'est d'avoir Ça quelques vient dans le questions courtes. Vous choisissez parmi les intervenants à qui vous voulez qui répondent. On peut prendre plusieurs questions d'un coup et qui vous répond, et puis comme ça on va rapidement après migrer et prendre des pots comme super. Ok, super, bienvenue, on va boire ensemble. Je peux vous parler de lui. Oui, bien sûr. Allez-y, dites-moi.
Comment oui. D'accord. Parce que quand j'avais 17 ans, D'accord. mes parents me sont dit que je pouvais faire du droit. Oui. Et du coup, ils m'avaient invité à visiter l'Assemblée nationale et à papoter avec vous. D'accord. Et je me rappelle que je faisais partie, je ne pouvais pas y aller parce que je ne pouvais pas être femme dans le milieu d'homme. Et vous m'avez dit que c'était justement une raison pour laquelle. C'est compliqué, c'est de vouloir prendre un truc compliqué, de lui rajouter une surcouche en disant ah, c'est bizarre, il y a plein de défauts, il faudrait un peu corriger, puis avec une niche, et puis avec un truc, un chèque, voilà. Et de vouloir prendre un truc compliqué, de le rendre plus compliqué, et donc ça, on est d'accord, c'est un enfer. Alors que quand on repart de la base, en fait, de la base de finalement pourquoi on fait tout ça, en théorie, c'est d'ailleurs, pour reprendre une référence en rousseauiste, c'est le concept du contrat social, c'est qu'on est tous censés être tout le temps d'accord. Hein. On est tous censés se dire, oui, effectivement, c'est une bonne loi, une bonne dépense, un bon ministère, on est tous très contents. Et donc, quand vous repartez de là, et là, c'est pour le coup un argument qui est un peu hayekien, mais qui est psychologique, mais qui est aussi moral, c'est-à-dire qu'il y a qu'un certain niveau de complexité que chaque être humain peut décemment, voilà. Et donc, en fait, et pour le coup, pour revenir à un peu mon expérience, j'ai vécu nombre des réunions où personne ne comprenait rien à rien, le texte est trop compliqué, même le mec il a écrit, il ne comprend pas. Bon, et bien, quand on fait ça, enfin pardon, mais on signe pas en fait un truc que vous ne comprenez pas. C'est un truc de business de base, normalement je crois. Hein. Là, je me réfère aux experts, c'est pas du tout moi, mais un truc, vous ne payez pas ce que vous ne comprenez pas. Et l'État, ça devrait être la même chose, vous ne devriez pas payer pour ce que vous ne comprenez pas. Alors, quel ministère les 7 alors les 7, je peut-être un petit jeu, les 7 si vous. Alors dans les 3 régaliens, donc on est armée, intérieur, justice. Ouais, allez, c'est bon, on est bon. Alors, éducation, oui. Santé, moi je l'agrège au milieu de solidarité. Voilà, en disant qu'il y a la solidarité de base et après, voilà, les belles thérapies, c'est optionnel. Et que dans la solidarité, en fait, ça, c'est assez transversal. C'est tout. Comment ? Non. Je ne prends pas au titre de quoi. Au nom de quoi non. Et d'ailleurs, en éducation, on pourrait même le mettre dans solidarité, parce que la seule raison pour laquelle on finance l'éducation, c'est qu'on est solidaire envers des enfants qui ne sont pas encore des citoyens de plein droit, et qui ne sont pas encore, toute la compétence pour aller à la mine, si je veux dire. Il y en manque deux. Alors c'est marrant, il y a un qui est peut-être qualifié de régalien, et que je ne cite aussi jamais spontanément, c'est toujours celui que j'oublie. Franchement, je le trouve parfois un peu optionnel. Mais bon, la garder dans la liste, parce que bon... c'est pour faire plaisir aux amis du Quai d'Orsay. Voilà, affaires étrangères, domaine réservé, bon, admettons. Et donc il en manque un, et le plus important, à mon avis. L'égalité homme-femme. Les finances, merci, les finances, il faut bien quelqu'un pour contrôler tout ça. Donc voilà, et en fait, une fois qu'on a fait ça, on a l'impression que tout le reste relève soit du droit des contrats, quelque chose d'extrêmement basique, soit du régalien, à savoir vous n'avez pas le droit dans la rue de mettre vos ordures pleines de pesticides au milieu de la voie publique. Enfin bon, ça relève quelque chose d'assez de l'ordre public relativement basique. Et bref, une fois qu'on a dit ça, mais c'est un exercice intéressant, je vous invite à vous le poser, et si vous m'en un 8e, vraiment envoyez-moi le 8e. Mais on a pensé à Capital Humain aussi comme titre. C'est ce qu'a fait Milei, on aurait adoré, et là on s'est dit que vraiment que la France n'était pas prête. On s'est un tout petit peu auto-censuré sur Capital Humain. On s'est dit qu'il fallait l'expliquer. Alors qu'on voulait plutôt rassurer, non, mais en fait, voilà, l'éducation et tout ça. D'ailleurs, petit fun fact que je vous livre, qui sera dans une de nos productions. Mais en fait, on finance beaucoup plus les écoles dans les lieux favorisés. Parce que pour la simple et bonne raison que c'est des vieux profs, que tout le monde veut y aller, qu'il n'y a pas d'absentéisme, qu'il y a des surprofs. Alors que dans les milieux pas favorisés, on donne 100 € de prime à la rentrée scolaire, mais en fait, vous n'avez que des jeunes profs contractuels avec des classes sursaturées, etc. Et donc en fait, on a un système qui a créé de l'inégalité, quoi. Et donc ça, c'est ce qu'on a le bref. Voilà pour la réforme de l'éducation et d'autres questions sans doute. Parce que du coup, voilà, c'est 7 ministères, c'est très facile. Ouais, c'est rapidement sur la méthode. Est-ce que vous parlez que les gens voulaient plutôt que je choque? Est-ce qu'il faut un libéral au petit pied, si je reviens dans le partenage, un sécateur, ou est-ce qu'il faut un scarificateur, ou il faut la tronçonneuse pour carrément le bulldozer? Qu'est-ce qu'il faut un peu pour? Est-ce qu'il faut plaire au système? Est-ce qu'il ne faut pas plaire au système? Est-ce qu'il faut y aller frontal? Est-ce que c'est quoi un peu sur la méthode? Est-ce qu'il faut un libéral au petit pied ou pas? Ou un gros libéral? Sur la première. Sur le premier élément, je vous avoue,
A priori, je pense qu'il va avoir un soutien des Argentins qui va pouvoir continuer. Hein, il a le soutien des États-Unis aussi, il a le soutien des grands leaders régionaux, donc je pense qu'il a le soutien de la population, donc on espère que ça pourra continuer. Après, j'aimerais nuancer aussi, grande réforme jusqu'à où hein, il espère atteindre 20% des dépenses publiques. Hein, nous, on est à 60% presque, hein, donc 57, 58. C'est aussi pas de l'anarcho-capitalisme qu'on pourrait avoir ambitionné. Hein. Aussi, il parlait de supprimer la banque centrale. Là, il a un peu mis de ça de côté. Hein, il faut être nuancé sur la radicalité aussi du mouvement. C'est une radicalité, comme on l'a vu, très importante, comme on l'a très souligné. Et après, comme on l'a dit, même là-bas, il y a quand même un attachement à l'État aussi de la population, des élites, de l'administration. Donc, on va voir difficile de répondre précisément à ça. Je suis sur toute la question, moi. Non, mais c'est juste pour dire. Non, mais c'est juste, je vais essayer de faire le lien entre les deux comme ça, ça va tout est plus court. Mais sur la radicalité qu'il faut à mon avis avoir, parce que juste le système, enfin à nouveau, le système vit très confortablement sur des rentes, des privilèges, des pouvoirs, et c'est impensable de dire que le système va se suicider. Enfin, et c'est pour ça que je pense qu'il faut non seulement être très radical, mais qu'en plus, vis-à-vis de l'opinion, je veux dire, et c'est ça mon expérience peut-être depuis 2 ans, avec la mauvaise nouvelle sur la TVA, la mauvaise nouvelle sur le déficit, faut faire des rabots, puis alors vraiment cette espèce de truc un peu genre défaitiste, c'est très terrible, sur qui ça va tomber ce soir. En fait, quand vous faites un truc un peu à petit pied, vous n'y croyez pas vous-même, et donc le mec en face sait que vous n'y croyez pas. En plus, comme vous avez un petit sécateur, vous commencez à avoir le petit truc, et j'ai fait une expérience sur l'agence bio. Tout le monde avait dit, oui, c'est vrai qu'en France, il y a quand même plus de 1000 agences, c'est peut-être un petit peu beaucoup, on va peut-être en faire un tout petit peu de ménage. Alors oui, alors tout le monde se regarde, qu'est-ce qu'on fait et à un moment donné, quelqu'un dit, tiens, il y a un sorti d'amendement d'un sénateur Les Républicains, je pense, qui a dit, l'agence bio, j'aime pas, je veux supprimer ça. On se dit, super, on fait ça. Et donc on a dit, maintenant, position du gouvernement, il faut supprimer l'agence bio. Et là, vous avez une espèce de levée de bouclier de tout l'écosystème, qui dit, attendez, mais pourquoi nous? Enfin, pardon, mais c'est très terrible. Et donc, si vous avez cette démarche, c'est-à-dire, on va faire un petit peu pour quelques-uns, machin, que ce soit les taxis sanitaires ou que ce soit l'agence bio, évidemment, les mecs se lèvent, comme un seul homme, en disant, attendez, on a fait le jeu comme les autres, on n'est pas ni mieux ni moins bien, et donc, pourquoi ça nous tombe dessus? Et donc, il faut vraiment un truc radical, que vous fassiez 5 millions d'écoles, je veux dire une belle chose, l'indignation des gens, elle n'est pas linéaire. Donc, que vous leur preniez 5 millions ou 500, vous aurez le même niveau de, un peu, enfin, je veux dire, c'est comme, je sais pas par an évidemment, mais comme quand vous enlevez une PlayStation à un gamin, il a joué 5 minutes, ou il a joué 5 heures, vous aurez la même, mais pourquoi tu fais ça, c'est terrible. Donc en fait, voilà, il faut juste croire à ce que vous faites, et donc il faut le faire à fond, et je pense que ça répond en partie à quelle vitesse ça revient. C'est marrant parce qu'on avait cette discussion avec mes associés tout à l'heure sur Thatcher. On s'est dit, c'est fou quand même, parce que les Anglais, ils ont eu Thatcher, et bon, ils sont pas non plus spécialement super, ils ont pas un système super libéral. Parce que ça revient, parce qu'effectivement, les fondations, elle a fait efficace, elle a fait rapide, elle a fait ce qu'elle a pu, mais voilà, au niveau des fondations, tout n'était pas renouvelé, et donc très vite, des nouvelles majorités, des nouveaux gouvernements, et donc c'est pour ça qu'on travaille aussi, on va voir ce qu'on peut faire, mais sur des réformes un peu constitutionnelles pour essayer de, verrouiller un petit peu la capacité à proposer un peu n'importe quoi à crédit, et en fait à crédit en faillite. Si je pouvais commenter, de toute manière, j'ai envie de dire, si les mesures ne sont pas prises, un jour ça va être le FMI qui va intervenir. Parce que là, on va vers la banqueroute au niveau du système de la sécurité sociale, de l'État redistributif, donc de la sécurité sociale, les caisses sont en faillite, la dette publique qui explose, les taux d'intérêt qui sont plus hauts que la Grèce. De toute manière, et j'ai presque envie de dire que on est tellement haut dans le forme d'expropriation aujourd'hui qu'on est la plus haut niveau de dépenses publiques. Donc, il faut au moins diviser par 2 ou 3 la dépense